Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cet atelier de notre série Midi Parents, un moment de partage, d'apprentissage destiné à vous outiller en tant que parents engagés et bénévoles au sein de votre communauté francophone. Je me présente, je suis Henriette Gladys Bohème et je suis un parent bénévole au sein de Parents Partenaires en éducation. Merci à chacun de vous d'avoir pris de votre temps de pause de cette journée pour être avec nous. Un grand merci à notre bailleur de fonds, le PAFO, le programme d'appui à la francophonie ontarienne, qui a permis la réalisation de cette série d'ateliers. Nous voulons, comme à l'accoutumée chez Parents Partenaires en éducation, faire une reconnaissance des territoires avant de débuter toute chose. J'aimerais effectuer une reconnaissance des territoires. Même si nous nous rencontrons sur une plateforme virtuelle, nous voulons d'abord reconnaître que le siège social de PPE à Ottawa est situé sur le territoire traditionnel des nations algonquines, Anishinaabe et Mohawk, présentes en ces lieux depuis des temps immémoriaux et y demeurant encore aujourd'hui. Nous tenons à souligner que notre travail et le travail de nos partenaires provinciaux s'effectue sur des territoires ancestraux autochtones où 46 traités ont été signés. 46 traités ont été signés sur ces territoires et beaucoup d'autres accords ont été décidés. Nous voulons également, nous voulons également reconnaître que Nous voulons également reconnaître que les territoires connus aujourd'hui comme l'Ontario sont des territoires sur lesquels nous travaillons tous les jours et nous pouvons nous y épanouir. Nous remercions à cet effet les Premières Nations, les Métis et les Inuits pour leur dévouement à ces territoires et nous affirmons notre engagement, notre solidarité, notre responsabilité envers l'amélioration des relations avec ceux-ci. J'aimerais aussi rappeler que la mission de parents partenaires en éducation, en tant que réseau des parents engagés, est de soutenir les parents en leur offrant des ressources et des outils pratiques pour les accompagner dans leurs défis. C'est alors que les ateliers offerts par parents partenaires en éducation sont offerts dans le but de renforcer les compétences et de créer des espaces d'engagement enrichissants entre parents. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel qui est l'engagement des parents pour une école plus équitable et comment nous, parents, pouvons contribuer à créer un environnement scolaire plus juste et inclusif. Dans cet atelier, que nous souhaitons très dynamique et bénéfique pour chacun d'entre nous connectés ce midi, nous allons donc explorer comment l'engagement des familles peut contribuer à réduire les inégalités, à promouvoir la diversité et à renforcer l'équité au sein des écoles. Pour découvrir ces stratégies, nous avons le privilège d'accueillir une dame, Dr Laurentine Mouchingan Méfiré, qui est fonctionnaire fédérale et qui travaille au titre de directrice adjointe Emploi, équité et diversité et inclusion au ministère de la Défense nationale. Docteur Laurentine est également une maman de 4 enfants. C'est un parent ultra engagé au sein de sa communauté scolaire depuis plus d'une dizaine d'années. Elle siège au sein des comités des parents des écoles de ses enfants à titre de présidente et également de membre. Pour illustrer ses propos aujourd'hui, nous avons également le plaisir d'accueillir une maman engagée pour son témoignage. Il s'agit bien évidemment d'Alice Audrin. Sans plus tarder donc, je cède la parole à nos illustres invités. Docteur Laurentine, à vous la parole. Excellent. Merci beaucoup, Henriette. Henriette, est-ce que je peux confirmer qu'on m'entend bien? Oui, moi je t'entends très bien. Parfait. Alors, je pense que tout le monde m'entend. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Et en ce beau midi qui est ensoleillé et enneigé sous le ciel d'Ottawa,
pour ce bel atelier au sujet de l'engagement des parents pour une école plus équitable. Je commencerai par vous partager ce qu'un de mes mentors m'a confié un jour en disant, dans la vie, quand on reçoit beaucoup, on doit beaucoup donner. Ce sujet sur l'engagement des parents dans le système scolaire afin de favoriser une école plus équitable me tient particulièrement à cœur parce que nous avons rencontré de très grands défis avec nos enfants et notre implication dans le milieu scolaire nous a permis de vivre de belles réussites. Alors pour moi, c'est un devoir, c'est une responsabilité de partager nos expériences afin de motiver, d'outiller et d'encourager d'autres parents à nouer un partenariat solide avec les écoles de leurs enfants. Donc, je me sens honorée et privilégiée d'être avec vous aujourd'hui suite à l'invitation de parents partenaires en éducation et je remercie grandement PPE. Et je dis un grand bravo à sa charmante équipe qui sait toujours si bien organiser les choses. Merci, Georgette. Vous savez, lorsqu'on se réunit sous un arbre ou bien autour d'une table ou encore virtuellement devant nos écrans, comme c'est le cas ce midi, pour aborder les questions d'équitabilité, de diversité, d'inclusivité, d'engagement des parents, je dirais qu'en tant qu'anthropologue et en tant que parent qui a rencontré plusieurs défis, un élément fondamental qui a contribué à une implication efficace et efficiente dans le système scolaire, c'est l'identité. Nous devons décliner notre identité et en être fiers. Et nous devons reconnaître celle des autres et la respecter. Quand on parle d'identité, ce proverbe africain me revient toujours. Et il dit, pour connaître où tu vas, il faut connaître d'où tu viens. Et j'ajouterais, il faut aussi connaître d'où viennent les autres. Mais pourquoi? Ben, à mon humble avis, je dirais que c'est pour être capable d'apprécier les gens à leur juste valeur. Et surtout, en ce qui concerne les institutions scolaires, être en mesure de procurer des services qui soient culturellement adaptés. Donc, permettez-moi de prendre un moment pour décliner mon identité. Pour me situer géographiquement, je suis canadienne, originaire du groupe ethnique Bamoun, qu'on retrouve à Fumban, dans le département du Noun, dans la région de l'Ouest, au Cameroun, en Afrique centrale. Sur le plan de la famille élargie africaine, je suis la cinquième d'une fratrie de 8 enfants. Et sur le plan de la famille nucléaire, je suis épouse d'un patriarche et mère de 4 enfants, dont 3 fréquentent le conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Sur le plan académique, je suis anthropologue de formation avec une spécialisation en études sur le genre et les femmes, l'équité, la diversité et l'inclusion. Sur le plan communautaire, comme l'a dit Henriette tout à l'heure, effectivement, je suis membre bénévole depuis plus de 10 ans de plusieurs conseils d'administration et organismes. Et présentement, je suis la présidente du conseil d'école de l'école secondaire de notre garçon et membre du conseil d'école de l'école élémentaire de notre fille. Professionnellement, j'ai commencé ma carrière comme consultante pour les Nations Unies lorsque j'étais en Afrique. Ensuite, j'ai été auxiliaire à l'enseignement à l'Université de Montréal durant mes études doctorales et depuis 2018 au ministère de la Défense nationale où je suis présentement directrice adjointe par intérim pour l'emploi, l'équité, la diversité et l'inclusion. Et enfin, sur le plan littéraire, j'ai rédigé mon premier livre qui porte sur mon parcours de femme immigrante, noire, mère, épouse, étudiante, dont je décris comment s'est construite ma résilience et la décolonisation de mon esprit. Et je propose des outils aux étudiants des cycles supérieurs pour parvenir à réussir leur projet académique en offrant du coaching et du mentorat. Donc, s'il y a une chose à retenir dans l'articulation de notre identité, c'est que toutes ces différentes facettes identitaires qui définissent la personne que nous sommes
contribue à une implication efficace et efficiente dans l'engagement des parents dans le système scolaire et favorise davantage à l'équitabilité de ce système. Donc, au-delà de la pluralité ethnique, la dominance d'une culture impose la nécessité d'amener nos enfants à reconnaître et à valoriser leur identité dans leur univers scolaire. Voici une question pour nous. Que signifie une école équitable? Eh bien, je dirais qu'une école équitable, c'est une institution qui s'efforce de traiter tous les élèves de manière juste et respectueuse, en tenant compte des différences individuelles. Comme vous le voyez très bien sur cette image, prêtez une attention particulière. Contrairement à l'égalité, qui implique de traiter tout le monde de la même manière, l'équité consiste à adopter les stratégies et les ressources qui répondent aux besoins spécifiques de chaque élève. Donc, cela signifie que les écoles équitables mettent en place des mesures pour reconnaître et éliminer les barrières discriminatoires, tout en favorisant, en fournissant des conditions nécessaires pour que chaque élève puisse réussir. Par exemple, ça peut se traduire par inclure des aménagements pour les élèves ayant des besoins particuliers, des programmes de soutien pour les élèves issus des milieux défavorisés et des initiatives pour promouvoir la diversité et l'inclusion. En fait, on peut retenir qu'une école équitable vise à créer un environnement où chaque élève a les mêmes chances de réussir, en tenant compte de leurs différences et en adaptant les approches éducatives en conséquence. Voici une autre question qu'on pourrait se poser. Pourquoi une école équitable est-elle cruciale pour la réussite de tous les élèves? L'équitabilité au sein du système scolaire est cruciale. Et je vais vous dire quelles sont les raisons. Par exemple, la réduction des écarts de réussite. Parce qu'en adoptant les ressources et les stratégies aux besoins spécifiques de chaque élève, une école équitable aide à réduire les écarts de performance entre les élèves de différents milieux socio-économiques et culturels, et aussi et surtout les élèves ayant des différentes capacités. Deuxièmement, la promotion de l'inclusion. Une école équitable crée un environnement où chaque élève se sent valorisé et inclus, ce qui favorise un sentiment d'appartenance et de bien-être. Et ça peut améliorer la motivation et l'engagement des élèves dans leurs études. Le soutien personnalisé. En reconnaissant que chaque élève a des besoins uniques, une école équitable peut offrir un soutien personnalisé, que ce soit par des programmes de tutorat, des aménagements pour les élèves ayant des besoins particuliers ou des ressources supplémentaires pour ceux qui en ont besoin. Bien évidemment, la préparation à la vie adulte. En apprenant dans un environnement équitable, les élèves développent des compétences sociales et émotionnelles importantes, telles que l'empathie, la coopération, le respect des différences. Donc, ces compétences-là sont vraiment essentielles pour réussir plus tard dans la vie adulte et dans le milieu de travail. L'amélioration des résultats scolaires. Il y a des études qui montrent que les élèves qui se sentent soutenus et inclus dans leur environnement scolaire ont tendance à obtenir de meilleurs résultats académiques. Donc, une école équitable contribue donc à améliorer les performances globales des élèves. En fait, une école équitable ne se contente pas de traiter tous les élèves de la même manière, de façon égale, mais cherche à offrir à chacun les outils et le soutien nécessaires pour réussir en tenant compte
de leurs différences individuelles. Donc, cela crée un environnement plus juste et propice à l'épanouissement de tous les élèves. Nous devons comprendre que, en tant que parents, nous jouons un rôle crucial dans l'identification et la remise en question des biais systémiques et des pratiques discriminatoires dans le milieu scolaire. Voici donc quelques idées pour savoir comment procéder. Nous devons identifier les biais systémiques. Comment? À travers l'observation et l'écoute. Nous devons être attentifs aux expériences et aux récits de nos enfants concernant le traitement qu'elles ou ils reçoivent à l'école. Les parents peuvent facilement noter des comportements ou des commentaires qui semblent injustes et discriminatoires. Les enfants, vous savez, ils sont très volubiles. Les enfants racontent, les enfants parlent, les enfants, ce qui se passe à la maison, ils racontent à l'école. Ce qui se passe à l'école, ils racontent à la maison. Donc, on a l'opportunité d'être attentif. À travers l'analyse des données scolaires, en tant que parents, nous pouvons examiner les résultats scolaires, les taux de discipline et les opportunités offertes aux élèves des différents groupes pour détecter les disparités. Et ces données-là sont disponibles. Très souvent, on n'y prête pas attention. Mais si on demande, le système a l'obligation de nous fournir l'information qu'on demande. À travers notre participation aux réunions scolaires, en tant que parents, nous pouvons assister aux réunions de parents, au conseil d'école, au comité de parents pour observer et comprendre le processus décisionnel. Comprendre comment est-ce que les parents ont la possibilité d'impacter le processus décisionnel des politiques et des pratiques qui se passent à l'école. Là-dessus, je peux faire tout un livre parce que ça fait plus de 10 ans que je vois comment est-ce que les parents ont ce pouvoir d'influence. Au-delà d'identifier les biais systémiques, nous pouvons remettre en question les pratiques discriminatoires. Par exemple, à travers le dialogue avec les enseignants et l'administration, en tant que parents, nous avons la latitude d'engager les conversations ouvertes et respectueuses avec les enseignants et les directions d'école pour discuter des préoccupations et proposer des solutions culturellement adaptées. J'aime bien le dire, nous avons l'opportunité de challenger le système de one size fits all. Vous savez, une politique pour tout le monde, parce que nous pouvons proposer des solutions. C'est important aussi de documenter les incidents spécifiques et de fournir des exemples concrets. Deuxièmement, à travers la formation et la sensibilisation, les parents peuvent encourager l'école à organiser des formations sur les biais inconscients et les pratiques inclusives pour le personnel éducatif. Les parents peuvent également proposer des ressources et des experts pour ces formations-là. Troisièmement, le plaidoyer collectif. On peut, en tant que parent, collaborer avec d'autres parents pour former des groupes de soutien ou des comités dédiés à l'équité et à l'inclusion. Ces groupes peuvent exercer une pression collective pour des changements de politique et des pratiques. Bien évidemment, l'utilisation des canaux officiels. C'est-à-dire que si les discussions informelles ne mènent pas à des changements, les parents peuvent utiliser les canaux officiels comme les plaintes formelles auprès des autorités éducatives ou bien des organismes de défense des droits. Et la participation aux initiatives scolaires. Donc, s'impliquer activement dans les initiatives et les programmes scolaires visant à promouvoir l'équité. Par exemple, les comités de diversité, les événements culturels, les programmes de mentorat. 6.
à travers le plaidoyer pour des changements systémiques, soutenir des initiatives et des réformes qui visent à promouvoir l'équité et éliminer des pratiques discriminatoires dans l'éducation. Lorsque les parents sont impliqués, les parents peuvent contribuer à la révision du code vestimentaire, à la révision des codes culturels, à la révision des politiques d'inclusion. Parce que les conseils d'école consultent toujours les parents. Et la meilleure façon de rejoindre les parents, c'est à travers les conseils d'école. Notre conseil d'école et tous les conseils d'école sont toujours sollicités pour donner leur avis sur des politiques. Donc, vous allez, plutôt que, c'est beaucoup plus intéressant de faire partie des processus de décision plutôt que de se voir imposer des politiques dont on ne connaît ni l'origine. Donc, c'est très important. En adoptant ces approches, nous, en tant que parents, nous pouvons jouer un rôle actif et constructif dans la promotion d'un environnement scolaire plus équitable et inclusif pour tous les élèves. Collaborer efficacement avec les enseignants, les membres de l'école et les autres parents est essentiel pour promouvoir des changements positifs. Voici quelques stratégies pratiques. Communication ouverte et régulière. Les réunions régulières, c'est-à-dire qu'en tant que parent, on peut initier des réunions périodiques avec les enseignants et les directions d'école pour discuter des préoccupations et des idées d'amélioration. Les canaux de communication, on peut aussi tirer avantage des plateformes en ligne, des bulletins d'information et des groupes de discussion pour maintenir une communication constante et transparente. La participation active au comité et au groupe de travail. Les parents peuvent et doivent participer à des comités scolaires ou bien des groupes de travail dédiés à des sujets comme par exemple l'équité, l'inclusion, la littératie financière, plusieurs sujets d'intérêt. Les parents ont l'opportunité d'être présents dans plusieurs types de groupes de travail et aussi les activités parascolaires. Les événements scolaires, les parents pourraient s'impliquer dans l'organisation et la participation aux événements scolaires, ce qui renforce les liens entre les parents, les enseignants et les élèves. La formation et la sensibilisation, les ateliers de formation. Comme parents, on peut proposer et participer à des ateliers de formation sur des sujets tels que les biais inconscients, les pratiques inclusives, la gestion des conflits, l'implication des familles immigrantes. S'agissant des ressources éducatives, dépendamment de notre réseau professionnel et communautaire, les parents peuvent partager leurs ressources et leurs informations pertinentes avec les enseignants et les autres parents pour promouvoir une meilleure compréhension des enjeux. Vous pouvez assister à une conférence et vous trouvez que ces outils peuvent être très importants pour les élèves de votre école, eh bien, vous les proposez à votre direction d'école ou bien à votre conseil d'école. Collaboration et soutien mutuel, les groupes de soutien. Les parents peuvent créer des groupes de soutien pour les parents eux-mêmes afin de partager les expériences, les conseils, des stratégies pour surmonter les défis communs. Le mentorat. Mettre en place des programmes de mentorat où des parents expérimentés peuvent guider et soutenir d'autres parents dans leur engagement scolaire. Ceci est d'autant plus important quand on est nouvellement arrivé et qu'on est dans un processus d'intégration. Et puis, il faut se dire, ce n'est pas juste les parents qui s'intègrent, les enfants aussi sont dans un processus d'intégration. Le plaidoyer, la représentation parentale. Il faut assurer une représentation parentale dans les conseils d'école
et les comités décisionnels pour influencer les politiques et les pratiques scolaires. Les initiatives communautaires. On peut, comme parents, collaborer avec des organisations communautaires pour soutenir des initiatives qui bénéficient à l'école et à la communauté scolaire dans son ensemble. Donc, voici ici quelques stratégies disponibles pour les parents pour jouer un rôle actif et constructif dans la promotion des changements positifs au sein de l'école, créant un environnement plus équitable et inclusif pour tous les élèves. Après les stratégies de collaboration pour favoriser des changements positifs, voici quelques exemples concrets d'initiatives parentales qui ont contribué à des environnements scolaires plus équitables. Par exemple, la création des comités de diversité. Il y a des parents qui ont formé des comités dédiés à la diversité, à l'inclusion au sein de leurs écoles. Et ces comités travaillent en collaboration avec les enseignants, l'administration, le gouvernement des élèves pour organiser des événements culturels, des ateliers de sensibilisation et des formations sur les biais inconscients. Les programmes de mentorat. Certains parents ont mis en place des programmes de mentorat où des élèves plus âgés ou bien des adultes bénévoles soutiennent les élèves plus jeunes ou ceux qui ont des besoins particuliers. Donc, ces programmes aident à renforcer la confiance en soi et à améliorer les performances académiques des élèves. Et très souvent, les parents peuvent rejoindre davantage les élèves que certains enseignants. Donc, les parents ici deviennent une source de renfort pour les enseignants. Les ateliers de sensibilisation. Il y a des parents qui ont organisé des ateliers pour sensibiliser la communauté scolaire aux enjeux notamment d'équité et d'inclusion. Donc, ces ateliers peuvent aborder des sujets tels que les stéréotypes, les discriminations et les stratégies pour créer un environnement scolaire plus inclusif. Les groupes de soutien pour les parents. Donc, il y a des groupes de soutien qui ont été créés pour permettre aux parents de partager leurs expériences et de discuter des défis communs liés à l'inclusion et à la diversité. Donc, ces groupes offrent un espace de dialogue et de collaboration pour trouver des solutions communes. Et il faut dire que c'est très bénéfique pour des personnes nouvellement arrivées d'avoir l'opportunité de discuter beaucoup plus facilement avec d'autres parents nouvellement arrivés. Donc, ils partagent des défis communs. Les initiatives de tutorat. Des parents ont lancé des initiatives de tutorat pour aider les élèves ayant des difficultés académiques. Donc, ces programmes de tutorat peuvent ça peut être dirigé par des parents bénévoles ou bien des professionnels de l'éducation, mais ça vise surtout à offrir un soutien personnalisé aux élèves qui en ont besoin. Très souvent, on a l'impression que parce qu'on a donné l'enfant au système scolaire, on attend simplement le résultat en fin de session. Ou alors, parce qu'on a donné l'enfant au système scolaire, le système scolaire a l'obligation de répondre à toutes les questions. Oui, le système scolaire doit le faire, mais le soutien des parents est incommensurable. Il y a des parents professionnels qui sont soit aussi des enseignants, qui sont peut-être des informaticiens, quelle que soit l'expertise qu'un parent peut apporter pour soutenir les autres, c'est incommensurable. Les événements culturels et de célébration pour promouvoir la diversité et l'inclusion. Des parents ont organisé des événements culturels et des célébrations au sein des écoles. Ces événements permettent aux élèves de découvrir et de célébrer différentes cultures, renforçant ainsi le respect et l'appréciation des différences. Donc, ces initiatives montrent comment l'engagement des parents peut avoir un impact significatif dans la création d'un environnement scolaire plus équitable et inclusif. Donc, en travaillant ensemble,
les parents, les enseignants, les directions d'école, les conseils d'école, ils peuvent faire progresser, apporter des progrès importants, significatifs vers une éducation plus juste pour tous les élèves. Donc, je vais faire une pause ici. Voilà ce qu'il en est de la première partie de cet atelier. Merci beaucoup, docteur Laurentine, pour avoir posé les bases de l'importance de l'école inclusive. Vraiment, je pense que, comme moi, plusieurs parents connectés ce midi ont reçu beaucoup. Alors, nous allons maintenant écouter le témoignage d'Alice Audrin qui va se présenter et nous parler de sa réalité pour une école inclusive. Alice, à vous la parole. Bonjour tout le monde, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis vraiment ravie et honorée déjà d'être là et de partager mon expérience, mais aussi de suivre l'excellente présentation de Dr Laurentine, qui tout ce que j'ai entendu, ça va être des informations extrêmement importantes, puis un outil vraiment précieux pour des parents comme moi. Parce qu'une des choses qui est difficile, c'est justement d'avoir à partager notre expérience, mais de façon très répétée. Et donc, des fois, c'est bien de pouvoir avoir un outil qui dit, voilà, c'est nous. Donc, moi, c'est Alice. Donc, je représente aujourd'hui, je partage mon témoignage en tant que parent. J'ai plein d'autres facettes dans ma vie, mais je vais me concentrer sur celui-là aujourd'hui. Avec ma femme, on élève 6 enfants qui sont tous, qui ont tous l'identité noire, en tout cas qui s'identifient comme noirs. 4 d'entre eux sont neurodivergents. Sur ces 4-là, il y en a 3 qui ont des handicaps ou des diagnostics invisibles, principalement. Et sur ces 3-là, il y en a une qui s'identifie comme non-binaire. On a aussi une famille de mamans, évidemment. Donc, on est aussi issus de cette partie de la diversité. Je précise aussi que ma femme est enseignante, donc évidemment, l'école est au cœur de nos préoccupations. Mais aujourd'hui, j'ai plus me concentrer sur l'expérience de mes 3 plus jeunes dans le milieu scolaire euh, qui est du primaire, parce que là aussi, il y a beaucoup plus d'interactions avec l'école. Une fois qu'ils grandissent, comme les plus grands qui ont 16, 19 et 21, il y a beaucoup moins d'interactions parce que du coup, on les lance dans le monde et donc là, ils doivent se débrouiller. Donc, mes 3 plus jeunes sont en première année, quatrième année et cinquième année dans le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Je précise aussi que notre famille est aussi juive, donc on a une double identité religieuse qui fait aussi partie de la richesse et de la diversité à laquelle on appartient. Donc oui, c'est vrai que comme je vous l'ai décrit, il y a beaucoup de facettes de nos identités. On est une famille qui a beaucoup de diversité, beaucoup d'identités différentes et importantes, on pense, pour nous. Mais ça vient dans l'école, ça vient aussi avec beaucoup de différents défis, des besoins, dont celui de vraiment de se présenter, d'informer. Et donc, c'est vrai que c'est très riche à partager comme expérience, mais aussi il y a énormément de détails qui sont importants et qu'on ne peut pas connaître si jamais on n'a pas ces densités et qu'on n'a pas ces interactions avec le milieu scolaire. Donc, j'aimerais vous parler, c'est ça, des diagnostics et comment, quand on a des diagnostics, on a besoin d'accommodations particulières, quand on a certaines identités culturelles. Là, on parle plutôt d'intégration, d'un besoin d'intégration et d'information sur différentes parties. Parce que ce que les gens ne comprennent pas forcément, c'est que avec chaque identité vient un besoin spécifique et particulier qui doit ensuite exister dans le milieu scolaire. Parce qu'à l'école, pour que l'école atteigne ses objectifs premiers, ou même secondaires et tertiaires, etc., pour tous les objectifs de l'école, eh ben, il faut que les enfants ils se sentent bien à l'école. Il faut qu'ils se sentent inclus, il faut qu'ils se sentent compris, il faut qu'ils se sentent intégrés. Et ça prend vraiment des façons particulières de le faire. C'est pas quelque chose qui arrive forcément de façon naturelle et organique, parce que l'école, c'est un système. Et le système, il se base souvent sur la majorité des besoins, sur les besoins majoritaires. Et donc, dès qu'on devient un besoin plus minoritaire, c'est difficile d'exister, de trouver sa place. Et donc, ça demande aux parents et à la communauté un engagement particulier pour vraiment faire sa place et avoir sa place pleinement dans l'école et dans la communauté autour de l'école. Euh, et donc, évidemment, les parents ont un rôle important à jouer là-dedans, comme tous les adultes, en fait, qui participent à la communauté scolaire. Sauf que les parents, ben, nous, on est les spécialistes de nos enfants. Alors, évidemment, c'est nous qui aidons à porter leur voix, à porter leurs besoins et à les faire comprendre. Et donc, on a un rôle qui est vraiment crucial. Et dans tout ça,
notre rôle de parent à nous particulièrement est encore plus crucial parce que nos enfants, ils ont ce qu'on appelle des handicaps invisibles. Et donc, ces handicaps, vu qu'on ne les voit pas, il y a un gros besoin d'éducation et de formation et de sensibilisation à faire à l'école, qui est un travail énorme. Et donc, j'apprécie encore plus qu'un outil comme celui-ci soit développé par un partenaire en éducation parce que ça va nous aider énormément, comme je le disais au début. Euh, et c'est d'autant plus important de faire de l'éducation et des formations auprès de l'école parce que souvent on a des situations dans lesquelles ben, les gens ne comprennent pas, qui créent des inconforts, qui créent des tensions, qui créent des situations qui sont plutôt difficiles pour nos enfants qui ont besoin du contraire en fait. Ils ont vraiment besoin de l'inverse de tout ça. Ils ont besoin de se sentir vraiment compris et vus parce qu'un enfant qu'on n'accommode pas correctement, qu'on n'intègre pas correctement et qui ne se sent pas bien à l'école, c'est déjà un enfant qui peut être en échec scolaire, c'est un enfant qui aura du mal à trouver sa place, mais c'est aussi un enfant qui peut déranger, comme c'est un enfant qui peut être difficile dans une salle de classe et donc qui n'aide pas aussi l'environnement à être propice pour les autres enfants. Je pense que d'inclure, d'intégrer, de faire des vrais efforts, c'est positif pour tout le monde parce que déjà, ça apporte une richesse, ce qui est important, mais ça apporte une harmonie. Et l'harmonie, ça aide à ce que tout le monde se sente bien et à ce que tout le monde soit là, euh, comme vraiment que tout le monde puisse profiter pleinement de l'école et du milieu scolaire. Et ça, je pense que c'est très important et j'aimerais que vraiment on l'oublie pas. Moi, je me concentre beaucoup à l'école en ce moment et tout le temps sur les besoins, le besoin qui est le plus urgent et important. Et docteur Laurentine en a parlé, mais moi, je vais essayer de parler un autre aspect, c'est l'inclusion. L'inclusion et particulièrement le thème et le concept de l'intersectionnalité, c'est-à-dire comment d'avoir toutes ces identités influencent notre expérience dans le monde et comment on doit comprendre l'intersectionnalité à l'école, c'est-à-dire pourquoi le fait d'avoir différentes identités, pourquoi on a besoin de les reconnaître et de les intégrer dans l'école pour que les enfants se sentent bien. Et l'inclusion. Alors, l'inclusion, pour moi, c'est important. Pourquoi? Parce que ça m'énerve. Ça m'énerve parce que j'entends le mot inclusion partout, tout le temps. Et on dirait que les gens ne comprennent pas que inclusion dit exclusion. Et que s'il y a un besoin d'inclusion, c'est-à-dire que maintenant, au moment où on se parle, il y a des enfants qui sont exclus parce qu'on a besoin de les inclure, puisqu'il y a un besoin d'inclusion. Et qu'est-ce qui se passe pour ces enfants qui sont exclus en ce moment? Et si on a vraiment une intention réelle de les inclure, qu'est-ce qu'on fait de façon concrète? Parce que j'ai souvent des communications à l'école pour leur dire l'inclusion, c'est plus que des mots, c'est des actions. C'est des actions concrètes. Donc, si un parent vous apporte un problème d'inclusion à l'école, vous, en tant que système, qu'école, etc., qui disent que vous voulez inclure, maintenant, c'est votre point de départ pour, OK, qu'est-ce qu'on fait pour inclure ces élèves, pour inclure cette famille, pour inclure cette communauté, etc., etc. Donc, pour moi, dès qu'on parle d'inclusion, c'est un appel à l'action pour faire cesser l'exclusion de certaines personnes dans nos communautés qui ont besoin pourtant, et qui ont leur place et qui ont un droit à cette place. C'est ça encore plus important, parce que les enfants ont droit à l'éducation. Et ça me touche énormément. Et donc, c'est certain que pour faire ça avec l'école, je fais beaucoup de ce que Dr Laurentine partageait, comme communication régulière avec l'école. J'envoie beaucoup d'informations, je partage beaucoup de ressources, j'envoie beaucoup des opportunités aussi de formation, ou même moi, les formations que je donne, les envoyer. La dernière que j'ai fait, par exemple, c'était sur l'intersectionnalité entre être noir et avoir un handicap particulier. Celui-ci, je vais le partager. J'en ai fait. Je suis très, très inclus. Je fais beaucoup de formations particulières. Et donc, j'envoie à l'école tout ça. Et donc, je suis très proactive. Je dois dire, par contre, c'est une frustration parce que déjà, en tant qu'être parent, c'est compliqué. Donc, imaginez être parent d'enfants qui ont différentes identités, dont des handicaps, c'est encore plus compliqué. Mais je trouve que ça rajoute encore plus de travail. Ce qui est complètement contre-intuitif parce qu'on devrait avoir moins de choses à faire. Et vraiment, une des choses que j'aimerais qu'il arrive, c'est que les gens réalisent à quel point le plaidoyer est un poids pour nous et qu'il y a des gens qui se mettent en avant pour prendre ce poids. Et j'espère que aujourd'hui, cet outil va aider à faire ça aussi. Donc, comme je disais, il y a beaucoup de choses que Dr Laurentine a dit que je fais de façon assez spontanée, dont la communication. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur une chose que je veux vraiment partager parce que je pense que ça va donner un sentiment vraiment d'engagement fort aux parents. C'est que le parent, ça peut être aussi
on a une sorte de rôle de veille, en fait. En tant que parents qui ont différentes identités, on est un peu les guetteurs de l'inclusion, c'est-à-dire on est capable de repérer où sont les besoins parce que nous, on les voit. Surtout quand on a ces identités, on fait partie de cette catégorie de personnes où on a cet angle de vue ou cette perspective qui nous permet de voir des choses que les autres personnes ne voient pas et auxquelles ils ne sont pas forcément sensibles ou ils ne sont pas au fait des choses, en fait. Et je remarque ça vraiment souvent qu'en fait, les gens ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que du coup, on peut vraiment leur apporter une connaissance et un partage d'expérience qui va être vraiment enrichissant. Et j'aimerais bien vous partager un exemple le plus récent qui s'est passé parce qu'il y en a plein au cours de l'année, parce qu'évidemment, les gens ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Récemment, pour le spectacle de Noël de nos enfants, ils ont décidé d'instaurer une nouvelle règle qui est, il y aura deux billets pour le spectacle de Noël par famille, pour tout le monde. Et ensuite, s'il y a des gens qui n'utilisent pas leurs billets, on pourra les répartir, etc., etc. Mais donc, ils ont annoncé cette nouvelle règle. Moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit en tant que maman, c'est ça, issue de la diversité, issue de cultures différentes, de communautés différentes qui ne sont pas de la majorité. Moi, ça m'a tout de suite interpellée et honnêtement énervée. Parce que je voyais très bien qu'il se calquait sur le modèle nucléaire, un papa, une maman, deux parents en tout cas, donc des familles avec deux parents, et sans aucune flexibilité, sans aucune considération que c'est pas toutes les cultures, toutes les familles qui ont deux parents. Et donc, évidemment, ils ont choisi une solution qui, pour moi, est souvent la solution que je vois, c'est-à-dire la solution de facilité, parce qu'elle convient à la majorité. Et donc, il y aura beaucoup moins de personnes qui vont se plaindre parce que ça va à la majorité. Mais qu'est-ce qu'on fait de la minorité des personnes qui n'ont pas de parents, des cultures qui ne considèrent pas que, par exemple, les deux parents, ce sont les seuls parents? Il y a beaucoup de cultures dans lesquelles les oncles et les tantes font office de parents aussi à part entière. Pourquoi est-ce qu'ils sont exclus? Les familles recomposées, qui, par exemple, moi, j'ai élevé mes beaux-enfants, qui sont mes trois plus vieux, depuis qu'ils ont 1 an, 5 ans et 6 ans. Aujourd'hui, ils en ont 16, 19 et 21. Je n'imagine pas me voir refuser l'entrée d'un spectacle de Noël pour mes enfants, simplement parce que je ne suis pas leur mère biologique. Pour moi, ça me paraît comme impossible, enfin, c'est inacceptable. Mais il y a aussi le fait que voilà, les structures et les familles sont différentes. Dans les familles comme nous, issues de la communauté queer aussi, c'est pas du tout les mêmes structures parentales. Souvent, il y a trois parents. Parfois, il y en a quatre. Et donc, moi, j'étais vraiment interpellée du fait que cette solution leur paraissait simple et normale, etc. Donc, évidemment, j'ai pris ma casquette de parent, comme je disais, vigilant, et je leur ai envoyé un courriel pour expliquer, voilà votre solution, elle va à la majorité, mais elle exclut la minorité. Vous dites que vous êtes inclusif, vous ne pouvez pas mettre en place des politiques qui sont, dans ce cas-là, exclusives, qui excluent certains parents, parce que vous allez contre vos valeurs. Vous êtes en train d'afficher quelque chose qui est contre vos valeurs. Trouvez un système qui est plus flexible. Oui, dites, oui, la plupart, les familles auront 2 tickets chacun. Vous pouvez envoyer qui vous voulez. Si vous faites partie des catégories de familles qui ont plus de deux parents, juste contactez-nous et on va vous accommoder. Aussi simple que ça. Évidemment, ils ont été très réceptifs, mais je ne pense pas qu'ils avaient compris, ils avaient cet angle-là dès le départ. Pourtant, leur intention, c'est d'être inclusif, mais leurs choix ne le sont pas. Donc, c'est vraiment, par exemple, de souligner dans ces cas-là comment le choix pour la majorité, c'est le choix pour la facilité, mais c'est aussi un choix qui n'aligne pas avec des valeurs inclusives. Et en tant que parents, on a cette vision-là. Et on peut l'apporter à l'école parce que si on veut que nos enfants se sentent accueillis, compris, vus, intégrés dans l'école, comment nous, est-ce qu'on se sent avec l'école? Est-ce que nous aussi, on se sent comme ça? Et de prendre les opportunités où on ne se sent pas représenté à l'école pour rentrer dans l'école et dire c'est mon école aussi et je veux qu'elle me représente. Et dans certains cas, par exemple, je ne veux pas qu'on me dise qu'il y aura juste 2 billets pour mes enfants, si j'en ai 6, si on est plusieurs parents, enfin, je veux dire, on est une famille qui est à part entière. Et ils ont été aussi très réceptifs. Donc ça, c'était bien. Et c'est aussi un bon exemple de réaction, de prendre notre feedback comme un cadeau et de dire c'est une opportunité de faire mieux et on va faire mieux. Euh, pour les prochaines années. Donc, je suis certaine que pour le prochain spectacle de Noël, ils auront une politique différente et que c'est des opportunités aussi pour les faire réfléchir, les faire penser quand est-ce qu'on doit être flexible et quand est-ce qu'on peut faire mieux. Et juste rendre notre école plus inclusif. J'ai bien hâte pour l'année prochaine parce que mes enfants ont décidé qu'ils voulaient parler de Hanouka.
Et donc, j'attends de voir à quel point ils veulent aussi être exclusifs là-dessus dans une école catholique. Ça risque d'être intéressant. Euh, mais voilà, moi, c'est ça que je voulais partager. Il y a plein d'autres facettes différentes que j'aurais pu partager aujourd'hui. Mais je pense que celle qui est intéressante, c'est vraiment d'apporter notre expérience dans l'école, d'apporter ce point de vue et cette perspective que certaines personnes dans l'école n'ont pas et qu'ils n'ont pas forcément la capacité d'avoir parce qu'elles n'y portent pas ces identités. Et de faire entrer ces identités à l'école, c'est une façon aussi de la rendre plus inclusive et plus ouverte. Et moi, j'aime beaucoup maintenant que je suis plus confortable, que j'ai dépassé cette peur et cet inconfort parfois de dire est-ce que je vais pas déranger? Je me dis que j'aimerais si ça peut aider mes enfants à se sentir mieux, si ça peut m'aider moi à me sentir mieux représentée, il faut que j'aille au-delà de cet inconfort et de cette peur et que je partage mes identités aussi fièrement que j'aimerais que mes enfants le fassent. Merci beaucoup, Alice, pour ton partage. Merci infiniment. Je redonne maintenant la parole au docteur Laurentine pour le mot de conclusion et la période de questions. Docteur Laurentine, à toi la parole. Parfait. Donc, il fallait que je réallume mon micro. Donc, pour conclure mon propos, voici mon message adressé tout particulièrement aux parents. Aux parents déjà impliqués, je les félicite grandement et je les encourage vivement à maintenir cette collaboration avec l'école ou les écoles de leurs enfants et à motiver d'autres parents à en faire autant. Aux parents qui hésitent encore à s'impliquer, sachez que vous êtes l'influence positive dont l'école a besoin pour assurer la réussite des enfants que vous leur confiez. Donc, vous êtes une influence auprès des enfants, au sein de la communauté scolaire, au sein de la communauté immigrante et dans la communauté franco-ontarienne en général. Donc, en tant que parents et surtout en tant que personnes immigrantes, nous avons le devoir de nous impliquer parce que les communautés au sein desquelles nous et nos enfants vivons, grandissons, évoluons, ont besoin de nous, de nos avis, de nos idées innovatrices. Donc, nous faisons partie intégrante d'une société pluraliste, multiculturelle, et nous sommes les acteurs clés de la diversité. Donc, nous avons donc beaucoup à partager parce que c'est la combinaison de nos différences qui fait justement le socle de l'enrichissement de nos communautés. Donc, nous devons nous impliquer parce que cela contribue à ce que nos enfants se sentent davantage valorisés et intégrés. Donc, j'entends souvent plusieurs parents dire je n'ai pas le temps de m'impliquer. Je vous promets une chose, nous avons ce temps. Moi, je suis fonctionnaire fédéral à temps plein, je suis maman de 4 enfants, je suis consultante à temps plein 24 heures sur 7 jours pour mon époux et mes enfants. Donc, si l'implication devient une priorité dans notre agenda si bien rempli, alors nous trouverons toujours le temps pour participer à 1h15 de réunions par mois en siégeant au sein d'un conseil d'école ou de toute autre implication de notre choix. Les opportunités sont nombreuses et variées. Mon message de fin, lorsque PPE m'a invité à préparer cet atelier dans l'optique de faciliter un dialogue au sujet de l'engagement des parents pour une école plus équitable, j'ai aussi préparé ce message pour cette cible et j'espère que l'atelier de ce midi aura pu la rejoindre. Mon message, c'est le suivant. Lorsqu'on parle de diversité et d'inclusion, il est très important de développer notre perspective sur cette question. Alors, rappelons-nous ceci, la diversité, c'est un fait. Ce sont des nombres, des statistiques et parfois même des quotas. La diversité est comprise ici dans un sens un peu plus élargi qui inclut l'accessibilité. L'inclusion, c'est un choix. Et ce choix est fait par les personnes qui accueillent et aussi par celles qui ont le devoir et le besoin de s'intégrer. Le choix commence à un niveau individuel.
mais les impacts sont observés au niveau collectif. Par contre, l'appartenance, et on parle très peu d'appartenance, on parle toujours de diversité et inclusion. L'appartenance n'est possible que lorsque les voix des minorités font partie intégrante des tables de discussion et de tous les processus de décision. Mais pour cela, il faut que tout le monde s'implique et fasse partie du processus de changement et contribue à son évolution. Donc, croyez-moi, chaque personne a un pouvoir d'influence. Donc, nous devons faire ce choix délibéré d'être un acteur de changement dans notre système scolaire. Donc, je vous remercie de votre bien aimable attention et j'adresse tous mes remerciements également à parents partenaires en éducation.